Il est aux portes de l'Égypte, une ville dont le nom suffit à embraser la mémoire des hommes. Alexandrie. Comment expliquer, sinon par la force de sa légende, l'émotion suscitée par la découverte de l'archéologue Jean-Yves Empereur le 6 octobre 1995 ? Quand renaissaient des flots, 23 siècles après la fondation de la ville par Alexandre le Grand, la statue morcelée d'un de ses premiers rois, les Ptolémées. Image colossale, arrachée à l'épaisseur du temps, révélant soudain l'invisible, le phare mythique dont elle ornait l'entrée. Peu à peu dégagée de sa gangue de ténèbres, Alexandrie lentement amorce sa remontée. Son visage, cependant, demeure flou et sans cesse se dérobe. Ptolémée, aujourd'hui, a été rendu à sa ville. Mais que sont devenus ses palais? Les théâtres, les temples, les gymnases, le musée et sa très fameuse bibliothèque, Nécropolis, la cité des morts, et le tombeau d'Alexandre. L'heure est-elle venue qui permettra de lever enfin le voile sur celle que les papyrus désignaient comme la grande, la très grande, la riche, la très noble, la splendide Alexandrie. « 1997. Deuxième ville d'Égypte, Alexandrie explose sous la pression démographique. Et la cité antique achève son naufrage sous les coups de boutoir des promoteurs. Depuis 10 ans, Jean-Yves Empereur tente à chaque occasion de sauver ce qui peut l'être. Bâties sur les ruines de la cité antique, les façades délitées du 19e siècle cèdent à leur tour la place à la mégapole du 3e millénaire. Et la frénésie des chantiers ouvre, dans l'urgence, d'éphémères fenêtres sur des trésors inestimables. À proximité de l'endroit où se dressaient jadis les palais royaux, un chantier de fouilles s'achève. Profitant de la démolition d'un immeuble, l'équipe de Jean-Yves Empereur a creusé, 3 ans durant, à travers les couches archéologiques, ottomanes, mamelouks, romaines, jusqu'à la plus ancienne, celle des fondateurs grecs. 10 mètres de profondeur pour 23 siècles d'histoire. Des tonnes de déblais pour ce face-à-face avec le portrait de Méduse qui décorait, il y a 1800 ans, la salle à manger d'une riche villa romaine. D'une fragilité extrême, composée d'une myriade de tesselles minuscules, cette mosaïque doit être rapidement mise à l'abri. Dans quelques jours, le chantier devra être rendu au marteau des promoteurs. Des milliers d'objets, des centaines d'os gravés, comme ces personnages du défilé de Dionysos, le dieu du vin, ces satyres, ces Ménades et ces Néréides qui ornaient le mobilier des Alexandrins du début de notre ère. L'inventaire du site est extraordinaire. À travers ces objets de la vie quotidienne, c'est l'Alexandrie intime qui revient.
Juillet 1997, les ouvriers quittent pour la dernière fois le chantier de fouilles. 3 années de travail en commun ne peuvent s'achever ainsi. Une fête s'improvise rapidement. Derrière la joie affichée percent des accents doux amers. Pour les archéologues, les échos de la fête résonnent aussi comme un chant d'adieu. Bientôt, un immeuble d'une dizaine d'étages s'inscrira dans les traces de la villa romaine. Alexandrie, aujourd'hui, a des devoirs envers ses 5 millions d'habitants. Pour Jean-Yves Empereur, ils ne sont pas incompatibles avec les exigences de la mémoire. Les fouilles de sauvetage, c'est essayer de sauver le plus possible de connaissances dans le moins possible de temps, essayer d'arriver à dégager ces 10 mètres d'histoire, de l'épaisseur de la ville et d'arriver au rocher naturel. Ce n'est pas d'empêcher le développement de la ville des vivants, loin de là, mais encore une fois d'essayer de sauver le plus possible de notre connaissance de la ville antique. Les fouilles de sauvetage sont ainsi. Un chantier souvent chasse l'autre. Jean-Yves Empereur a déjà l'esprit ailleurs. Alexandrie est toujours le premier port de commerce d'Égypte. Pour désengorger le trafic qui paralyse une partie de la ville, les autorités ont décidé la construction d'un pont qui reliera le port à la route du désert qui file vers le Caire. 26 juin 1997. Depuis 3 semaines, les travaux sont arrêtés à quelques centaines de mètres seulement du point d'aboutissement du pont. Un bulldozer a éventré une grande tombe d'époque hellénistique. Le directeur général des musées et des fouilles d'Alexandrie, Ahmed Abdel Fattah, demande à Jean-Yves Empereur s'il peut se charger du chantier. Il s'agit d'effectuer une première expertise du site. This is the only room which is completely cleared. Yes, This one, you see? But beneath, nothing was clear because it was waiting your effort, you see? We made such clearance for Jean-Yves Empereur est frappé par la taille de la salle. and redeem. Jamais il n'en a vu d'aussi grande. 7 rangées superposées de loculi, ces alvéoles creusés dans la roche pour abriter les morts d'une ville surpeuplée. Ces niches, aujourd'hui vidées par les pillards, étaient taillées aux dimensions d'un corps et toutes fermées, parfois par des dalles peintes. L'archéologue sort profondément ému de cette première visite. La tombe a été mise à jour dans le quartier de Gabari, à l'emplacement exact où les textes anciens situaient la fameuse nécropolis, la ville des morts. Gabari est une zone qui se trouve à l'ouest de la ville, un quartier en dehors de la muraille antique, au-delà du canal qui bordait la ville à l'ouest. Et à partir de cet endroit s'étendait ce que Strabon appelle la nécropolis. Mot qu'il forge spécialement pour ce quartier, donc ville des morts. Son texte est clair. Eite necropolis to proasteion, eno kepoi te poloi, kai tafai, kai katagogai prostas tarikeias ton necron epitedeiai. Donc il y a là des milliers de tombes dont on a retrouvé quelques exemplaires monumentaux au XVIIIe siècle, mais toutes ont, pour ainsi dire, disparu.
Nous avons cette carte de la description de l'Égypte, donc qui indique clairement nécropolis avec des points, catacombes, zones parsemées de ruines. Et cette ville des morts, eh bien, était immense, 3 km est-ouest, 1 km nord-sud, et était tout à fait à la taille de la ville des vivants. Jean-Yves Empereur réunit l'ensemble de son équipe. Il faut faire vite. J'ai accepté la proposition de M. Ahmed Abdel Fattah. Nous allons commencer après-demain. Donc il y aura 4 archéologues, il y aura 2 dessinatrices, 2 topographes, un architecte. On a 15 jours devant nous pour essayer de faire une estimation de ces tombes, voir si ce site vaut la peine d'être fouillé plus longtemps. Donc je compte sur vous, donnez le maximum. Allez, merci et au travail demain. 2 jours à peine après la première visite du site, une centaine d'ouvriers spécialement formés et rompus aux fouilles d'urgence se présentent sur le chantier. L'ambiance est électrique. Une fois rendue à l'entreprise de travaux publics chargée de la construction du pont, la tombe sera détruite. Aucune vérification ne sera plus jamais possible. Dans un premier temps, il s'agit de lever le plan de la tombe mise à jour et de chercher d'autres accès à la nécropole. Jean-Yves Empereur confie la coordination du chantier à Marie-Dominique Néna. Puis dégager cette salle. Puis dégager toute la salle. Les archéologues ont vite découvert une nouvelle tombe percée par un pilier du pont. Mais en pénétrant pour la première fois dans le tombeau, la surprise est amère. Ouais. Puis là-bas, un départ. Et en plus, il y a le béton qui a coulé de la colonne du pont. Et alors là, on va être obligé de casser une couche épaisse avant d'arriver au niveau antique. Mais il va falloir les traverser maintenant. Et ça, c'est un travail de Romain. Hein. Tous les accès souterrains étant bouchés, la seule solution consiste à creuser en surface. Cela signifie déblayer l'ensemble du site sur 3 mètres de profondeur. Passés 2 mètres de déblais qui tiennent de la descente aux enfers, les archéologues arrivent au seuil de l'immense cimetière dont quelques sentinelles fragiles semblent garder l'accès. Rendus à la lumière, ces dizaines et bientôt ces centaines de squelettes sont autant de témoins de la ville disparue pour les anthropologues qui savent les écouter. Alors manifestement là c'est un individu adulte et ce qui nous intéresse c'est repérer la position des os pour recevoir des informations sur la façon dont il a été enterré. Vous voyez, vous avez les os des mains qui sont bien alignés, ce qui tendrait à prouver que cet individu a été enterré en pleine terre. Alors c'est vraiment important. Et puis on est en train aussi de repérer la façon dont ça s'agence, puisqu'on a des blocs de pierre que l'on va relever. Et donc on va essayer de comprendre comment tout cela s'agence. Jean-Yves Empereur n'est pas surpris. Ce sont des Grecs qui sont ensevelis dans cette partie de la nécropole. Des colons installés en Égypte dans la foulée d'Alexandre, fondateur de la ville. Des Grecs attachés aux coutumes de leur pays d'origine. Cette petite pièce de bronze placée dans la bouche du mort représentait le péage dont il devait s'acquitter auprès de Charon, le passeur. Celui qui le prendrait dans sa barque pour traverser le Styx, le fleuve qui marquait la frontière entre les enfers et le monde des vivants.
Au 5e jour du chantier, l'équipe s'est installée dans cette sorte de routine de l'urgence propre aux fouilles de sauvetage. Comme chaque matin, un petit garçon aux yeux malicieux apparaît sur le chantier. Il s'appelle Bala et habite dans la cité toute proche. En quelques jours, Bala s'est fait adopter par l'équipe. Ses manières délurées, ses incessantes questions ont fait de lui le petit prince de cette curieuse planète qu'est ce chantier de fouilles. De temps en temps, Bala exhibe les trésors qui alourdissent le fond de ses poches. Des morceaux de poterie qui finissent par intriguer Sabri, le contremaître du chantier. Sabri informe aussitôt Marido des confidences de Bala. Et c'est ainsi qu'au matin du 5e jour, un petit passeur de 7 ans conduit l'archéologue vers l'entrée de ce qu'il considère comme son domaine et son terrain de jeu. L'équipe de Jean-Yves Empereur vient enfin de trouver l'accès au monde souterrain de la nécropole. Bala, où tu es? Des trous de voleurs creusés par les pillards permettent de se faufiler de salle en salle. Au bout de quelques minutes, Marido parvient dans une vaste salle entièrement vidée par les pilleurs de tombes. Oui. Dans un coin, quelques débris de poterie expliquent l'origine des trésors de Bala. D'accord. Ah bah c'est bien. Encore de l'amphore, tardif. Tu vois? Ouais, ça, même ça, tout ça c'est tardif. Ça, tu vois, c'est... Mais le petit garçon s'impatiente. L'archéologue, ce jour-là, n'est pas au bout de ses surprises. Oui, tu vas aller. Non, je te suis pas. Je vais jamais passer là, moi. Non. Ah, Tana. J'arrive. Ah, tu vois, c'est confortable par là. Marido n'avait pas imaginé parcourir un tel dédale de salles et de souterrains lorsqu'elle pénètre dans une dernière tombe dont on ne pouvait même pas soupçonner l'existence depuis la surface. Cette tombe, c'est le cadeau de Bala, le passeur. L'archéologue remarque immédiatement les traces de décors peints, les frontons colorés, les inscriptions dans la pierre, des noms. Des noms comme des souvenirs enfouis, qui résonnent aussi comme un appel. Dans la nuit, au centre d'études alexandrines créé par Jean-Yves Empereur, les topographes achèvent un premier plan des tombes révélées par le petit Bala. En l'espace d'une journée, la mémoire de la nécropole s'est enrichie de 17 nouvelles salles. L'équipe d'archéologues est maintenant confrontée à un labyrinthe dont il s'agit de comprendre le sens. Dans la majorité, on arrive à trouver les trous de voleurs avec des connexions assez curieuses par le plancher, par le plafond. Il y a manifestement une pièce qui se dessine là. Et il doit y avoir donc une jonction directe entre la 12 et la 15-2. La 13-6, elle a une petite pièce rectangulaire et par un trou de voleur
Au fond de cette pièce-là, on voit le bout de 2 loculi qui aboutissent au 5e niveau de la pièce 12. Tout ça, c'est un gruyère. Je veux dire, ça tourne dans tous les sens. Le lendemain, à la première heure, Jean-Yves Empereur cherche à percer le mystère. En progressant par un nouvel itinéraire, révélé par le plan établi pendant la nuit, il rejoint la salle où Marido a relevé les inscriptions. Un nom, en particulier, plusieurs fois répété à grands traits rouges, sur la même paroi, Anoubatos. Là, Anoubatos. Quelqu'un qui s'appelle Anoubas, l'homme d'Anubis, l'homme du dieu de la momification, du dieu égyptien qui procédait à toutes les momifications. Donc c'est pas un mort, c'est pas le nom d'un mort, c'est le nom d'un quelqu'un qui s'était approprié cette paroi, une entreprise de pompes funèbres. Et là on voit les lignes rouges qui délimitent les loculi. Toute la paroi là est couverte de ces dessins préparatoires. Il y a même des lettres qui numérotent ces loculi, puisqu'en Grèce antique, c'était les lettres qui servaient de chiffres. Et là, on voit bien le delta, le triangle. Puis à droite, il y a un epsilon. Donc c'est très intéressant, car il y a ici le reste d'un programme architectural qui nous permet donc de suivre la progression des entreprises de pompes funèbres. D'autres inscriptions intriguent Jean-Yves Empereur. Des croix peintes sur la paroi. Des croix chrétiennes qui font brusquement défiler les chapitres de l'occupation de la nécropole. Des premières générations de Grecs, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux chrétiens qui s'y réfugièrent pour échapper aux persécutions. 7 siècles d'une histoire encore largement obscure. Donc là, on a la porte qui donne sur la cour. Évidemment, on ne peut pas dégager ça en sape. Il va falloir fouiller depuis l'extérieur. Et cette pièce, eh bien, deviendra une pièce avec la lumière du jour, une de plus dans cette nécropole. Le peuple de l'Alexandrie antique sort du royaume des ombres. Par la révélation de son nom, une femme de chair et de sang soudain renaît. Elle s'appelait Dionysia. Sa famille l'avait saluée de cette formule « Dionysia, la très utile, adieu ». C'est une jolie petite salle avec ces 3 sarcophages qui rappellent tout à fait la chapelle centrale de Common Sugar Farm. L'ouverture des nouvelles tombes précipite les découvertes, car ce sont des sépultures encore scellées qui sont maintenant dégagées. En quelques jours, les fouilles vont révéler des centaines d'objets en parfait état de conservation, parce qu'ils n'ont servi qu'une fois, le jour où l'on en fit l'offrande aux morts pour l'accompagner dans son voyage. Comme ces lampes à huile utilisées à toutes les époques d'occupation de la nécropole et qui permettent de dater les tombes avec précision. Lampe romaine ornée d'une tête de méduse, d'un temple au chapiteau corinthien. Avec ces objets, c'est l'Alexandrie quotidienne qui revient. Celle des chrétiens avec ses gourdes de pèlerins que l'on remplissait d'eau miraculeuse. Celle des Grecs et des Romains, avec ses vases destinés à recueillir l'huile parfumée dont on s'enduisait le corps.
ses autels à encens. Cette statuette d'Harpocrate, divinité typiquement alexandrine, un enfant que l'on représentait un doigt dans la bouche, et ces figurines de terre cuite qui laissent imaginer la beauté et l'élégance des femmes d'Alexandrie. Certains de ces objets sont beaucoup plus rares. Ces vases funéraires servaient à recueillir les cendres des Grecs qui choisissaient de se faire incinérer. Le décor de celui-ci est exceptionnel. Un homme nu, de 3/4 d'eau, tient une longue lance. Devant lui, un lévrier, prêt à bondir, attaque un cervidé. La vie qui se dégage de cette scène a résisté au temps. Confronté chaque jour à l'ombre du pont inachevé, Jean-Yves Empereur sait que le temps presse. L'équipe d'archéologues se heurte à un nouveau problème. Depuis l'Antiquité, le niveau de la nappe phréatique s'est élevé de plusieurs mètres et l'étage inférieur de la nécropole est envahi par les eaux. Non, le seul espoir, c'est là-bas en bas, quoi. En surface, les salles ont été minutieusement fouillées. Tout avait été visité par les pillards. Mais peut-être subsiste-t-il, sous l'eau, des tombes inviolées. Ne sont pas descendus. Le débit de la nappe phréatique est trop important. Une tentative de pompage est vite abandonnée. Les fouilles d'urgence ne permettent aucune hésitation. L'équipe a des ressources et des compétences variées. Pour les plongeurs, habitués à la haute mer, cette immersion dans 2 mètres d'eau douce est le prélude à un étrange voyage. Progressant à travers les tombes englouties, les archéologues s'apprêtent, 2000 ans après les Grecs, à remonter le Styx, à la lisière entre le monde des vivants et celui des morts. Le travail des archéologues est une course-poursuite.
Chaque jour qui passe, chaque nouvelle tombe découverte les renvoie à cette obsédante question. Jusqu'où les souterrains mènent-ils dans cette nécropole qui s'étend sous l'Alexandrie d'aujourd'hui? Les archéologues décident d'accélérer la fouille en direction du port. On ouvre 2 nouvelles zones au nord pour se rapprocher de plus en plus de la mer. C'est 2 zones où il y a quand même du monde et des gens qui habitent. Donc on va surtout d'abord tout de suite nettoyer un petit peu et puis implanter des barbelés pour bien se délimiter et commencer à pouvoir travailler dans des conditions correctes. Un nouvel accès à la nécropole souterraine est découvert. Il est impossible de s'y engager sans risque. La galerie s'enfonce profondément sous la route et les immeubles. Thierry Gonon et Stéphane Rousseau, 2 archéologues spécialistes de spéléologie, se préparent à descendre. Il y a du danger quand on a le chargeur qui tourne au-dessus, parce qu'on n'est pas profond. Il y a des endroits où il doit y avoir 2 mètres de roche à tout casser. Là, au fond, faut pas être gourmand, hein. Faut respirer doucement pour pouvoir aller loin et avoir plus de maîtrise possible. Donc il faut pas être gourmand en oxygène. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire travailler de gens sous terre, là. Donc il faut qu'on crée une ventilation pour qu'il y ait un circuit d'air et d'oxygène. À ce moment-là, on peut mettre les équipes de travail. C'est un passage. Ah, c'est bouché. C'est bon, hein? Ouais. Ça va loin? Bah visiblement oui, il y a autre chose. Il y a un petit passage un peu sport là. Un cafard monstrueux. Ah, c'est plein de cafards ce coin là. Ça court sur les parois, dis donc. Ça passe? Les archéologues progressent rapidement de salle en salle, sur plusieurs centaines de mètres. Super. L'objectif est de procéder à un repérage général et d'aller le plus loin possible. Ça va peut-être passer là. On va essayer. Hop. Oh. Il y a un beau décor Au fur et à mesure de leur progression, sur les... les spéléologues découvrent des salles de mieux en mieux conservées. Inscriptions, décors peints de couleurs vives se multiplient. Mais on va s'amuser, on va topographier tout ça. Hein. On en a aussi de l'autre côté un peu. Là, on a l'entrée. Ces peintures en trompe-l'œil cherchaient à donner l'illusion que le tombeau était bâti et non pas creusé. Ah, il y a un petit passage au fond. Là. Ouf, là. Là, c'est Et un là, peu ça plein part d'eau. sur un niveau inférieur qui est noyé. Les archéologues s'enfoncent de plus en plus profondément dans le labyrinthe et atteignent bientôt le niveau de la nappe phréatique. Ah, il y a un décor qui est magnifique. Les conditions deviennent dangereuses et difficiles, mais les spéléologues sont encouragés par leur découverte. Là, il y a quand même. Assez rayonnant. Très beau, on n'avait pas de plafond encore comme ça. Hein. Non. Sous le soleil rayonnant de cette voûte, C'est à l'eau là. Hein. ils décident de poursuivre encore plus loin. On continue loin. On continue là. Bon, là c'est bon, on va pouvoir y aller. Bien sûr. Oui. Je descends. C'est bon? Allez, froide. Il y a encore une superbe salle ici, mais un peu pleine d'eau. La deuxième salle, elle est très grande. Au bout de leur exploration, les spéléologues découvrent un sarcophage sculpté remarquablement conservé.
Leurs efforts sont récompensés au-delà de tout espoir. La tombe est immense, recouverte de stuc, sous lequel apparaissent des fresques et des décors d'une exceptionnelle qualité. Ces fragments d'images viennent compléter le puzzle et laissent imaginer ce qu'étaient ces tombeaux. Un monde de couleurs, éclatant et bariolé. Au centre d'études alexandrines, les topographes intègrent les nouvelles tombes au plan de la nécropole qui en compte maintenant plus d'une quarantaine. Alors aujourd'hui, on va faire un bilan. La tombe numéro 1, c'est maintenant qu'elle a non pas une centaine de loculi comme on le disait au départ, mais plus de 230. On a son histoire. On a une cinquantaine d'inscriptions, donc une inscription qui nous permet de donner des noms à quelques-uns de ces morts qui ont été enterrés ou incinérés à cet endroit. On a aussi, et surtout en progressant dans les salles inférieures, des éléments de décoration qui sont tout à fait intéressants. Et puis, eh bien, on poursuit aussi des discussions pour que le pont, cette fois-ci, protège ces tombes, serve de couverture aux tombes, et donc on puisse l'aménager en un site visitable par les gens qui s'intéressent au passé d'Alexandrie. Donc là, ça serait un exemple, un cas privilégié où on pourrait continuer à visiter des tombes de cette grande nécropolis. L'imagination aujourd'hui se nourrit de la connaissance pour oser une reconstitution. Rendue à la lumière, la cité des ténèbres retrouve ses couleurs. Nécropolis, la ville des morts, a livré ses secrets. Les ruines désertées, brûlées par le soleil d'Orient, apparaissent dans la fragilité de leur dénûment. Qu'adviendra-t-il de cette mémoire en sursis? Le projet de musée que les archéologues appelaient de leur vœu semble aujourd'hui abandonné. Ces vestiges de la nécropole pourraient être entièrement détruits. La ville des vivants dévorerait alors à jamais celle des morts. Le destin d'Alexandrie se conjugue au présent, mais l'avenir peut-il se concevoir sans référence au passé ?